one, stay cool. Rule number 2, stay cool. Février 2008, des manifestants se dirigent vers la rue de la Loi à Bruxelles. Objectif, l'église de Scientologie. Les Anonymes, c'est leur nom, ont déclaré la guerre à cette organisation qu'ils considèrent comme une secte dangereuse. Ce groupe d'opposants est né après la diffusion sur Internet d'une vidéo réalisée par la secte. Tom Cruise, la grande star d'Hollywood, y fait l'apologie de sa religion, la Scientologie. We are the authorities on getting people off drugs. We are the authorities on the mind. We are the authorities on improving conditions. Criminon, we can rehabilitate criminals. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. That once you know these tools and you know that they work, it's not good enough that I'm just doing okay. There's nothing part of the way for me. It's just... Après la diffusion de cette vidéo, les Anonymes lancent une campagne sur le net contre la Scientologie. Depuis des années, nous vous observons dans l'ombre. Vos campagnes de désinformation, la répression des dissidents, ainsi que votre nature litigieuse, tout cela a attiré notre attention. Anonymous a donc décidé que votre organisation devrait être réduite à néant. Nous vous reconnaissons comme un adversaire de taille, ainsi nous nous préparons pour une longue, très longue campagne. Pour chaque Anonymous qui tombe, 10 prendront sa place. Anonymous est légion, car nous sommes innombrables, dans chaque ville de chaque pays. Cette vidéo, postée sur YouTube, a été vue près de 3 millions de fois. Fort de cet engouement inédit, les Anonymes appellent à manifester contre les sièges de l'église de Scientologie dans le monde entier. Des milliers d'Anonymes coordonnent leur action pacifiquement, de Tokyo à Sydney, de New York à Bruxelles. Ils sont rejoints et soutenus par d'anciens adeptes qui peuvent enfin s'appuyer sur une plateforme plus organisée. Les Anonymes veulent faire tomber le masque de l'église de Scientologie. Nous, Anonymous, attendons le jour qui verra tomber le mur du silence autour des mensonges de la Scientologie. Le mois passé, 10 000 personnes ont manifesté dans 107 villes à travers le monde. Ces personnes se sont rassemblées pour ouvrir une brèche dans le mur du silence. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que ce mur du silence tombe en ruine. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Préparez-vous. La Scientologie, c'est la connaissance. Une connaissance totale équivaut à une puissance totale. Avec 3000 conférences, 37 000 pages de livres et de publications, soit un grand total de 35 millions de mots parlés et écrits. En fait, les Anonymes s'attaquent à une organisation mondiale dont les origines remontent aux années 50 aux États-Unis. Un livre y fait fureur, la Dianétique, science moderne de la santé mentale. Cette nouvelle science n'est en fait qu'un amalgame confus de théories philosophiques et psychanalytiques. Son auteur, Ron Hubbard, un obscur romancier de science-fiction, propose une thérapie à la portée de tous. Il prétend que la seule force de la pensée peut aider l'humanité à trouver les clés du bonheur. Mieux, la Dianétique peut guérir les 2/3 des maladies. Hubbard sillonne les États-Unis, ses conférences à l'époque affichent complet. Let's see, a society which is dedicated to the proposition that all men are equal. Jefferson didn't say that. He said all men are created equal under law or with equal rights under law. He didn't say all men were equal. If you'd gone up to Tom and said, Tom, well, what's this I hear about you being equal? He'd say, to whom? Ron Hubbard est né aux États-Unis en 1911. Il prétend être monté à cheval avant de pouvoir marcher, avoir parcouru seul les prairies, avoir su lire et écrire dès l'âge de 3 ans. Hubbard s'invente une vie exceptionnelle. Il est présenté par les scientologues comme un cerveau bardé de diplômes, notamment en génie civil et en mathématiques. En fait, il n'a jamais eu aucun de ces titres. La liste de ses fanfaronnades est longue. Il va jusqu'à s'inventer un passé de héros de guerre.
Hubbard affirme avoir perdu la vue et l'usage de ses jambes. C'est la dianétique qui l'a guéri. Pure invention encore. Mais c'est bien sur le mythe de l'enfant surdoué, du surhomme, du génie, que des milliers d'adeptes ont marqué un jour leur adhésion à la secte. Les juges l'ont taxé pourtant à plusieurs reprises de mythomane, de schizophrène ou de paranoïaque. C'est un cinglé, quoi. Il y a des cinglés qui ont un charme terriblement dangereux parce que c'est un pervers très malin. Mais il est mort absolument cinglé aussi, puisque j'ai découvert aussi que dans les prélèvements post-mortem, on a découvert une drogue psychiatrique, alors que les psys, il a détesté à mort, disait-il, pendant toute sa vie, quoi. Dans les années 50, Hubbard entre en concurrence directe avec la psychiatrie. Accusé d'exercice illégal de la médecine, il transforme ses cabinets de dianétique en mission religieuse. Le meilleur moyen de devenir rapidement millionnaire est de fonder une religion. Aujourd'hui, l'église de Scientologie revendique près de 10 millions d'adeptes dans le monde. Un chiffre manifestement exagéré. Ils vont venir vous dire, par exemple, oui, il y a 9 millions, c'est 9 millions de scientologues dans le monde. Il n'y en a même pas 90 000, on en est certain. Bon, ça n'empêche pas, c'est un mensonge énorme, un mensonge de coefficient 100. La puissance de l'Église est pourtant bien réelle. Elle ne se mesure pas au nombre de disciples, mais à sa fortune, qui serait évaluée rien que pour les États-Unis à 300 millions de dollars de bénéfices annuels. Au pays de l'oncle Sam, la secte est reconnue comme religion. À ce titre, elle bénéficie de l'exemption fiscale. La caractéristique principale de la scientologie, c'est les moyens qu'elle a par rapport aux autres petits mouvements sectaires. Et surtout la vitrine publique qu'elle a en employant des grandes stars hollywoodiennes pour populariser son message. Hubbard a compris l'importance de la présence de stars au sein de son organisation. La plupart sont américaines. On y trouve Tom Cruise, qui serait le numéro 2 de l'organisation, la grande soprano Julia Migenes, ou encore John Travolta, scientologue depuis 1975. Il dit avoir décroché son premier rôle grâce à la secte. Tous sont des représentants de luxe et en même temps des vaches à lait. Il vaut beaucoup mieux avoir un Tom Cruise ou un John Travolta ou des gens qui versent effectivement plusieurs millions de dollars, qui versent 10 millions, 20 millions de dollars, ou même qui prêtent peut-être de l'argent à la Scientologie, on ne sait pas exactement leur circuit intérieur. Mais quand vous avez quelqu'un comme Tom Cruise qui, rien que pour sa carte de membre, a versé 10 millions de dollars, qui se déplace en avion pour aller faire de la pub pour la Scientologie, qu'il oublie la pub de ses films pour faire la pub de sa secte, on comprend qu'effectivement, ce sont des choses qui coûtent très très cher, mais qui rapportent beaucoup à la Scientologie, ou qui sont supposées rapporter beaucoup. Cette organisation mondiale possède un siège central, à Clearwater, en Floride. C'est aux États-Unis que sont organisés les grands rassemblements scientologues, comme celui-ci en 2007. Depuis la mort du gourou en 1986, le leader du mouvement, c'est David Miscavige. Il apparaît en public à la façon d'un chef d'État. Il gère son église comme une grande multinationale et préside son conseil d'administration qui détient tous les droits d'auteur découlant de l'œuvre de Hubbard. Et hop, voilà, et on est parti. Loin du strass de ces grands shows à l'américaine, nous avons retrouvé à Paris Alain Stoffen, un ancien adepte qui rêvait de célébrité. Il est aujourd'hui ruiné et vit grâce à ses cours de musique. D'origine belge, ce musicien assiste un jour à un concert de Chick Corea, grand jazzman scientologue. Et c'est la révélation. Ce concert m'a permis de me révéler à moi-même et de dire, ok, voilà ce que je veux faire dans la musique. Et j'ai acheté donc quelques temps plus tard une partition de Chick Corea. Et quand j'ai commencé à jouer ces morceaux-là, je me suis dit, ma mince, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ce style de musique que je sens, que j'ai envie d'écrire. Donc en fait, ces partitions étaient dédicacées à Hubbard, donc L. Ron Hubbard, qui est donc le fondateur de l'Église de Scientologie. Comme son idole, Alain Stoffen veut devenir une star. Il lui suffit de suivre les traces de Chick Corea.
Elles le conduiront tout droit à Paris, dans une école de musique scientologue. Le but, c'était pas que je devienne scientologue, il fallait juste que je fasse un petit cours d'introduction, comme on appelle ça, histoire d'avoir une idée de cette méthodologie-là, sans obligation d'adhérer à quoi que ce soit. Donc forcément, moi je trouvais ça super intéressant. Pour moi, c'était comme si j'avais le privilège d'entamer le même chemin qu'avait parcouru ou qu'avait fait Chick Corea. Donc pour moi, c'était quelque part un privilège aussi, quoi. Je suis sorti de là en n'ayant plus du tout ou pratiquement plus le trac sur scène, qui pour moi était quand même extrêmement important. Le but de cette première phase, c'est de mettre en confiance l'adepte ou le futur adepte. Donc l'idée, c'est de l'appâter pour mieux le ferrer. Alain Stoffen se rend au Celebrity Center de Paris, vitrine luxueuse de la scientologie. Il doit y poursuivre son apprentissage. Là, les cours deviennent plus chers, mais il est confiant, il accepte. Sa route vers le succès est tracée. Le deuxième cours, le prix était déjà un tout petit peu différent, donc, parce qu'on arrivait donc on était déjà à une étape au-dessus, donc j'ai dû payer l'équivalent de 6 000 francs à l'époque pour ce cours-là. 6 000 francs français. 6 000 francs français, oui. La pression s'accentue. Il faut encore acheter des cours. On lui enjoint de partir à Copenhague, un grand centre européen de l'organisation. Mais c'est payable à l'avance. Ses cours se transforment en cauchemar. Il doit payer encore et encore. Au total, 113 000 francs français. Il ne les a pas. Un responsable le force alors à trouver l'argent. À un certain moment, je me souviens très bien, cet homme prend le téléphone qui était blanc, c'est un vieux téléphone, et il me le claque devant moi sur le bureau, il me prend le combiné, il me le colle à l'oreille en disant « Ok, maintenant tu appelles tous les gens que tu connais à Paris et tu trouves cet argent right now. Donc maintenant, je veux cet argent maintenant. » Et donc, pour moi, c'était d'une violence inouïe. Et je me suis complètement effondré, je suis tombé en larmes et j'ai commencé à appeler tous mes amis, mais forcément, c'était tout à fait impossible de réunir cette somme-là. Totalement sous l'emprise de l'organisation, il n'a pas d'autre choix que de continuer les cours. Mais les problèmes d'argent s'accumulent. Pour l'obliger à payer, les scientologues iront jusqu'à le séquestrer dans une cave, au Celebrity Center. Pris à la gorge, il accepte de payer en s'endettant. Mais un jour, il découvre son dossier personnel. Il constate que le scénario de la séquestration était écrit d'avance par la scientologie. J'ai fait donc un petit numéro de séduction, un petit numéro, on va le dire un petit numéro de pute. Et donc j'ai réussi de cette façon donc à mettre la main sur un dossier qu'ils avaient donc compilé donc à mon insu en interne et où j'ai trouvé justement toutes les notes qui avaient été écrites en interne et où qui m'ont permis de voir comment justement toutes les pressions, toutes les menaces et tout ce que j'avais subi était méthodiquement planifié depuis le début. Et c'est là que pour moi ça a été un énorme électrochoc. Là, je lis par exemple le point 3, donc faites venir Alain dans un bureau, vous allez l'interviewer, faites attention à vous asseoir près de la porte pour le cas où il voudrait partir, vous pourrez ainsi le stopper et manier ses désaccords. Au total, Alain Stoffen a perdu 15 ans de sa vie et 45 000 euros. Tout ça pour devenir un grand pianiste, croyait-il. D'autres, comme lui, ont suivi le même chemin. Direction Dublin pour y rencontrer John Duignan, un ancien membre du corps d'élite de la scientologie aux États-Unis. Il s'est dévoué pendant 20 ans au culte de Ron Hubbard. Son témoignage est exceptionnel. Il connaît tous les secrets de l'Église. Pour lui, tout a commencé par hasard au détour d'une rue. J'étais en train de marcher à Stuttgart, en Allemagne. Et une femme vient vers moi dans la rue et me dit « Avez-vous une bonne mémoire ?» Voilà ce qu'elle me dit. J'ai été interloqué, je ne savais pas quoi répondre. Et je lui réponds donc « Je ne sais pas ». Et elle me dit « Alors viens avec moi » de manière très directe. J'ai accepté et je l'ai suivie jusqu'au centre de scientologie. Elle me fait asseoir, tout était très contrôlé. Elle me fait donc asseoir, elle me donne un formulaire et me dit de le compléter. C'était en anglais, je le fais. Il s'agissait d'un test. Ensuite, un type me donne une évaluation et me montre un tas de choses en rouge.
En d'autres termes, je suis mal barré, je dois absolument réagir. Les méthodes de recrutement sont les mêmes partout. À Bruxelles, les tests sont organisés dans une librairie à 2 pas de la Grand Place. Le but est de trouver la faille personnelle, ce qui ne va pas, et de présenter la scientologie comme la seule solution. C'est à peu près le genre de test qu'on propose dans les revues féminines pour savoir si on aime tel parfum ou si on est plus apte à élever les canaris que les poissons rouges. C'est à peu près de ce niveau-là. Parlez-vous lentement, vous attirez-vous toujours des ennuis. Ressentiriez-vous de la sympathie pour les objecteurs de conscience? Dormez-vous bien? Êtes-vous favorable à la discrimination raciale et à la distinction des classes sociales? Prendriez-vous les mesures nécessaires pour tuer un animal? Êtes-vous opposé à la mise en liberté surveillée des criminels? Dans ce test, on ne découvre jamais quelqu'un d'idiot. Tout le monde est intelligent. Mais on ne découvre jamais quelqu'un de stable et de parfaitement réalisé. Tout le monde est en dessous de sa performance, en dessous de ses capacités, en dessous de ce qu'il est en position d'attendre de la société. Après le test de personnalité, la scientologie propose très vite aux futurs adeptes de remédier à ces problèmes en achetant des cours à un prix peu élevé. Ces cours s'inspirent de l'hypnose. On est assis sur des chaises bien droits et on doit pouvoir regarder la personne en face de soi sans le moindre mouvement de tête. Il faut donc être capable de rester assis juste devant la personne qui est en face de vous et... Vous comprenez? Et cela pendant 2 heures sans cligner les yeux, sans rire. Et si vous le faites, tout est à recommencer. Ce genre de séance a un pouvoir réellement hypnotisant. This is TR0. Start. Flunk for blinking. Start. Je me suis retrouvé quand il est passé devant moi, j'étais assis comme ceci, j'étais tout à fait déconnecté de mon corps, littéralement. C'est comme si mon esprit était déconnecté de mon corps. Et il a dit, c'est bon, c'est fini. Mais j'étais incapable de bouger. J'étais assis avec mes yeux grands ouverts, je pouvais tout voir, tout entendre, mais il a donc dû me donner une tape sur la joue. Il m'a alors dit, tu as réussi le test, bravo. La scientologie veut contrôler l'esprit, mais aussi le corps. Tout futur adepte doit suivre un programme de purification. Le but, débarrasser le corps de ces substances toxiques. Prix, 3 000 € pour un mélange de course à pied, de sauna et une cure intensive de vitamines. La purification ne serait rien d'autre que le début de la manipulation mentale. Épuisé physiquement, le futur adepte est plus facile à soumettre. L'audition consiste à poser des questions spécifiques destinées à aider la personne qui y répond à trouver et à résoudre des aspects de sa vie qui la tourmentent. Cette action est effectuée avec un auditeur, terme qui signifie une personne qui écoute. Un auditeur n'offre ni solution ni conseil. Il est formé pour vous écouter et vous aider à localiser des incidents passés qui doivent être pris en main. Cette thérapie se fait au moyen d'une étrange machine, l'électromètre. Il y a un petit courant qui passe d'une boîte à une autre boîte et en fait il est affecté par la densité, par tous les changements de la pensée que tu pourrais avoir. Et regarde, si je peux te demander maintenant, est-ce que tu aimes les pommes? Oui. Voilà, tu as vu l'aiguille a bougé un tout petit peu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que soit tu aimes les pommes, soit tu n'aimes pas les pommes et tu es en désaccord, et l'aiguille va bouger aussi. Soit tu es distraite peut-être par ta fille au moment où j'ai posé la question, tu vois. Pour la scientologie, toute la thérapie basée sur l'électromètre conduirait à la libération de l'adepte. Mais ce bien-être a un coût. L'heure d'audition peut être tarifée de 170 à 550 €. Ces séances coûteuses permettraient à l'aiguille de l'appareil de détecter les traumatismes. Quelques années avant, j'avais perdu un enfant. Ça a été douloureux. Pour fonctionner correctement, 100%, être efficace dans la vie, eh bien, il me semblait évident qu'il fallait passer par là. L'audition allait résoudre tout à fait
le problème que je pensais avoir, c'est-à-dire de ne pas fonctionner correctement. Alors, est-ce que tu peux te rappeler un moment plus ancien où tu avais cette même émotion, satisfaisante, joyeuse, euphorisante? Celui-là, par exemple. Voilà. C'était quand? Oh, il y a 20 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, enfin, c'était des retrouvailles, voilà. Je pense que... This is the session. Tout au long des séances d'audition, les informations données par l'adepte, même les plus anodines, sont consignées dans son dossier personnel. La pseudothérapie peut devenir un moyen efficace de chantage. Okay, how long did it last? On vous explique que c'est pour vous débarrasser complètement de votre passé. Mais en fait, c'est pour connaître le moindre petit détail de votre passé. Par exemple, dans ce formulaire, il fallait mentionner tous les partenaires sexuels que j'avais eus, toutes les drogues que j'avais éventuellement prises, de qui je me les étais procurées, quelles avaient été mes petites amies, qui étaient mes parents, ma famille, la famille de ma famille, qui étaient les amis de mes amis, leurs adresses, et tout un tas d'informations détaillées de ce genre. Et tout à coup, cela signifiait qu'ils avaient un document dans lequel, si je disparaissais un jour, se trouvaient toutes les coordonnées de tous les contacts que j'avais eus au cours de ma vie. Ils pouvaient donc contacter toutes ces personnes et leur demander « Vous n'avez pas de nouvelles de John ?» Et c'est en fait ce qui s'est passé pendant 20 ans. Chaque adepte se doit de posséder l'électromètre. Il devra débourser pour cela environ 3 000 €, un prix exorbitant par rapport au prix de revient. Le rôle de l'appareil est de donner une valeur pseudo-scientifique à la thérapie. Il s'agit purement et simplement d'un ohmomètre, c'est-à-dire d'un instrument utilisé par tous les électriciens pour mesurer la résistance d'un circuit électrique. Et en fait de manifestations spirituelles, on mesure simplement la résistance cutanée de la peau à un courant électrique. Alors il est bien évident que quelqu'un qui est inquiet et dont les mains sont empreintes de sueur, va avoir une résistance abaissée. Donc, mauvaise manifestation cosmique. Dès lors que les mains vont devenir sèches, la résistance va s'élever, bonne manifestation cosmique. Alors là, il y a un détournement d'un objet simple, et on en fait un objet mythique, on en fait un objet de rêve, et surtout un objet d'escroquerie. L'électromètre possède une autre fonction, moins thérapeutique et plus répressive, décrite par le gourou lui-même. C'est selon lui un détecteur de mensonges plus précis que celui de la police. Après avoir échoué dans une mission, John en a fait l'amère expérience. On est branché à cette machine, il y a un agent de sécurité devant la porte et vous devez trouver ce que vous faites de mal. Alors on invente n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi. Par exemple, je me suis masturbé, alors c'est tout de suite répertorié et on vous demande quand, etc. Puis vous pouvez aussi dire, je n'avais pas beaucoup d'argent et je voulais désespérément fumer une cigarette. J'ai trouvé 2 livres sur la table, alors je les ai pris. Et ils écrivent consciencieusement. A volé 2 livres, blablabla, ce genre de choses. Tout ce que vous avez confessé est repris dans ces dossiers vous concernant. Il a volé de l'argent, c'est un pervers sexuel. La scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie, vos propres vérités sur la vie et sur vous. Tant les adultes que les enfants sont soumis au contrôle de sécurité de l'électromètre. Ron Hubbard va jusqu'à mettre au point 99 questions juste pour eux. Dès l'âge de 6 ans, l'enfant est incité à la délation. Quand vous parlez des parties de votre corps... This is the children's security check. What has somebody told you not to tell? Have you ever pretended to be sick? Have you ever refused to eat just to worry somebody? Have you ever bullied a smaller child? Voir. Le guide des livres et conférences est paru, décrivant et catégorisant précisément les matériaux de LRH, ainsi que la route à suivre par chaque scientologue.
Ainsi robotisé, parfois dès son plus jeune âge, l'adepte recrute à son tour. Les techniques de vente sont très élaborées. Les clients de la scientologie sont mis sous pression pour satisfaire les exigences financières de l'organisation. Et les vendeurs super entraînés. On appelle ça le hard sell, la vente à la dure. Toute l'équipe est là et tout le monde doit réciter. Il y a un gars sur la scène et il commence. Vente agressive. Et il pointe le premier mot, puis chaque mot. Hard sell, ça veut dire insister pour faire acheter les gens. Vous souciez de l'individu. Assez pour lui permettre d'avoir accès à un service qui va le réhabiliter. Vous comprenez? C'est ce qu'ils appellent le hard sell. C'est vraiment du drill. Vous êtes assis en face d'un individu auprès duquel, comme vous êtes censé prendre soin de lui, vous allez insister pour qu'il achète ce service. Et à cause de sa mentalité, sa voiture devient moins importante que sa vie future. Sa maison devient moins importante que sa vie future. Et même sa femme et ses enfants deviennent moins importants que sa vie future. John forçait les gens à acheter ce qu'on appelle le pont vers la liberté, le chemin soi-disant découvert par Ron Hubbard pour devenir immortel, devenir un tétan opérant selon le jargon du gourou. Un parcours jalonné d'innombrables étapes. Pour chacune d'elles, il faut payer. Pour les pontes, disons, ça a été à peu près 850 000 $ pour les pontes. C'est en Italie que nous avons retrouvé cette riche héritière. En 10 ans, Maria Pia s'est retrouvée les poches vides. Elle avait gravi les étapes du pont pour accéder aux secrets de l'univers découvert par Ron Hubbard. Auditoires, ils te disent qu'il y a 75 millions d'années, il y a eu une grande bataille dans l'espace et il y avait un bon monsieur qui s'appelait Xenu, qui était le méchant, et il a tué tous les officiers loyaux et il les a amenés dans un volcan sur la Terre. Il les a mis dans une trappe électronique, il les a bombardés avec la bombe atomique, enfin toutes les choses pareilles. À la fin, tous les esprits de ces bons gens, ils se sont libérés et se sont attachés à nous, à vous, à moi, à monsieur qui passe là derrière, à tout le monde. Alors, il faut les auditer. Pour les faire partir, ils vont se libérer, ils vont se chercher un corps, s'ils ont envie de notre corps, sinon ils vont jouer à la balle avec les planètes là. Ce scénario de science-fiction rappelle surtout le passé de romancier du gourou. La scientologie impose la loi du silence entre les fidèles. L'adepte paie donc des sommes faramineuses dans l'espoir de faire partie du cercle des scientologues avertis. C'est la découverte de ce mythe secret qui a servi de déclic à notre témoin. Je ressentais beaucoup d'inquiétude à l'idée de lire ces documents parce que je pensais vraiment que ma vie allait être brisée. Et puis quand je les ai enfin lus, je me suis dit, mais enfin ce sont des conneries. Je me suis fait avoir. Ils m'ont escroqué, j'ai été trompé. Selon Ron Hubbard, il faut donc se libérer de tous ces esprits collés à notre corps. C'est bien ça, la scientologie. Une supercherie dont l'apothéose se déroule sur un navire, le Free Winds, en croisière permanente dans la mer des Caraïbes. C'est là que l'adepte passe au niveau suprême de la vérité révélée. Après une énième et très coûteuse audition, le lauréat obtient son diplôme d'immortel confirmé. Il aura dépensé au total pour rentrer dans le délire de Ron Hubbard jusqu'à 300 000 €. Quand vous signez en scientologie, c'est pour l'éternité. Les rebelles sont considérés comme déviants et envoyés au RPF, un camp de rééducation.
Une Américaine de 36 ans y trouva la mort dans des circonstances pour le moins suspectes. Nous sommes à Clearwater, la Mecque de la scientologie en Floride. Lisa McPherson faisait partie de ces centaines de petits soldats en uniforme de marine qui travaillent pour la Sea Organization, l'élite de la secte basée ici. En 1995, Lisa explique à sa mère qu'elle veut tout quitter. Peu de temps après, la jeune adepte tombe dans une profonde dépression. Aussitôt, elle est isolée complètement à l'intérieur de Fort Harrison, le quartier général de la scientologie à Clearwater. Lisa serait restée dans les caves pendant 17 jours jusqu'à sa mort. C'est une prison. Vous devez porter un uniforme de prisonnier. Vous portez au bras un brassard qui signale à tout le monde qu'il ne faut pas vous parler. Vous prestez de très longues heures de journée de travail. Vous ne pouvez dormir que 6 heures par nuit. Vous ne pouvez parler à personne, sauf si on vous adresse la parole. Dans bon nombre de cas, vos repas se composent des restes des autres. C'est une expérience très démoralisante, très déshumanisante. C'est impossible à expliquer. Pour une ex-scientologue qui a séjourné au RPF, le simple mot de RPF me donne un sentiment de terreur comme je n'ai jamais éprouvé. Tous les systèmes fascisants fonctionnent sur ce modèle-là. À partir du moment où vous remettez en question le système va agir sur vous en termes de rééducation politique, en termes de rééducation sociale. Vous devez reprendre la bonne pensée. Donc, on va vous imposer tout le système de conditionnement policier qui fait que votre pensée va être conforme à celle du groupe auquel vous êtes censé appartenir corps et âme et pour l'éternité. Si l'adepte veut quitter la secte, les scientologues le harcèlent. Et s'il décide d'intenter une action en justice contre l'organisation, ils le menacent. C'est ce qu'a vécu Alain Stoffen. Avant, quand j'étais scientologue et quand j'abondais dans leur sens, ces gens-là, ils avaient vraiment des têtes d'anges. Mais à partir du moment où on les pointe du doigt et on les met face à la responsabilité, en fait, ce ne sont absolument plus des enfants de cœur et qui sont prêts à tout pour vous détruire. Donc voilà, ma voiture a été sabotée, mon appartement donc a été cambriolé parce que j'avais donc, ce qu'ils savaient que j'avais des documents donc en ma possession qui étaient donc accablants. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai eu encore des menaces par SMS. Donc c'est des SMS qui sont envoyés à partir de serveurs informatiques, je pense, de telle façon donc on ne puisse pas les retracer, mais avec des propos qui étaient quand même assez alarmantes, quoi. Un des messages que j'ai reçus, donc, c'était tu ne feras plus de victimes, et de la bouche d'un scientologue, donc ça veut dire qu'on va te mettre hors état de nuire. Nous sommes en 2007. David Miscavige, le numéro 1 de l'église de Scientologie, prononce un discours devant une assemblée exaltée. Il lance ce qui ressemble à un cri de guerre. Objectif, le siège des institutions européennes. En fait, depuis plusieurs années déjà, l'église mère américaine tisse sa toile autour de Bruxelles. Pour preuve, en 2003, l'église de Scientologie inaugure en grande pompe et en présence de Julia Migenes, star internationale, son bureau européen des droits de l'homme, rue de la Loi, à Bruxelles. La mainmise sur Bruxelles se confirme en 2006. Des squatteurs sont évacués de plusieurs bâtiments boulevard de Waterloo. Jusque-là, la secte était restée discrète sur l'acquisition de ces 7000 mètres carrés situés à 2 pas du palais de justice. Mais si on lit les brochures internes à l'église, on comprend mieux les ambitions nourries sur Bruxelles. En faire son centre européen numéro 1, c'est-à-dire attirer tous les scientologues d'Europe ici et se rapprocher des institutions européennes. Pour que la scientologie continue à dominer, selon les propres mots de Miscavige, il en effet dit ceci, il a donné ordre de partir, répandre la scientologie dans les entités dominantes, dans le gouvernement, dans les écoles, etc. Nous vivons dans un monde tourmenté par l'injustice, la discrimination et l'intolérance, où les intérêts personnels et les gouvernements tyranniques oppriment les citoyens plutôt que de les protéger. Mais pour restaurer la liberté personnelle de chacun, se tient l'Église de Scientologie,
qui défend et fait progresser inlassablement la cause des droits de l'homme. À Bruxelles, c'est surtout l'image du groupe religieux minoritaire que l'église de Scientologie met en avant. La secte se place du côté des plus faibles. Vous êtes opprimés, nous pouvons vous aider. Cet amalgame insidieux est propagé dans la rue, près des écoles, dans des brochures pseudo-didactiques pour semer la confusion dans les jeunes esprits. Martin Luther King, Gandhi ou Voltaire servent de caution morale bien involontaire à feu Ron Hubbard. Un jour, j'étais abordée par des élèves de première année, donc des élèves qui ont 12-13 ans, parfois un peu moins même, et qui avaient reçu une petite brochure, donc cette petite brochure-ci, à la sortie de l'école, qui émane de l'Église de Scientologie internationale et qui vise à, soi-disant, faire la promotion des droits de l'homme. Certains étaient déjà un peu informés, donc avaient vu Scientologie, ils avaient pensé secte, mais beaucoup d'autres ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait et s'étaient laissés un petit peu avoir, je dirais, par l'apparence très militante en faveur des droits de l'homme, les couleurs de l'Europe, etc. Tout ça, ça faisait très très sérieux. Et donc j'ai dû à ce moment-là faire tout un débriefing avec eux, vraiment leur expliquer ce dont il s'agissait, décrypter un petit peu ce qui se trouvait dans la brochure et en quoi c'était pernicieux de la part de la Scientologie de se prétendre une ardente défendresse des droits de l'homme. Mais pour pénétrer les consciences, l'Église de Scientologie se sert d'autres outils. Des sociétés dirigées par des adeptes vendent toutes sortes de conseils en entreprise. La plupart sont affiliés à WISE, l'Institut mondial des entreprises de Scientologie, à qui elles ristournent sous forme de royalties une partie de leurs bénéfices. En Belgique, de nombreuses sociétés sont dirigées par des scientologues. La plus importante, c'est Human. Ce groupe est réputé en Flandre. Situé à Malines, Human propose notamment des formations au management et à la vente, sans faire référence à la scientologie. Envoyés par leur employeur, Michel et Katia étaient loin d'imaginer qu'ils suivaient des formations à la vente dans un satellite de la scientologie. Petit à petit, leurs soupçons se sont éveillés. J'avais pas remarqué l'environnement. Et quand on est descendu, toi Katia, tu m'as dit, regarde un peu sur le côté, regarde ça sur le côté. Et je regarde, je vois livre dianétique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Juste sous l'escalier, on est des bouquins sur la dianétique, je dis. Un grand buste de notre ami. Ron. Et alors je dis, qu'est-ce que c'est que ça pour un boxon? Je prends mon téléphone et je commence à téléphoner. C'était à mon chef d'abord que j'ai téléphoné. Et j'ai dit, dans quoi tu me mets ici? C'est quoi? C'est un truc de la scientologie, c'est un traquenard, dans quoi tu me mets? Et je gueule, c'est tout. Non, à manger, c'est vrai. Après ce scandale dans la salle de cours, notre témoin est isolé dans une pièce par les responsables de Human pour mettre les choses au point. Et alors il m'a dit, qu'est-ce qui vous dérange ici? Je dis, écoutez, désolé, quand vous proposez une formation et que vous êtes des scientologues, montrez-vous en tant que scientologue à partir du moment où vous montrez votre formation. Et ne cachez pas cela, parce que moi, je me sens violé. Je dis, franchement, vous avez essayé de m'inculquer des choses contre mon gré, selon une technique que je réprouve totalement. Et alors ils m'ont dit, ben, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. À en croire les témoignages laissés sur leur site, d'autres sociétés en Belgique font appel à Human. De petites entreprises, comme les Gaufres de Bruges, ou de plus importantes, comme Opel. Toutes ne sont pas conscientes d'être en contact avec une antenne de la scientologie, mais certaines le sont. C'est le cas de Rentecar, qui a accepté de parler du bout des lèvres des cours suivis par ses employés chez Human. C'est un problème pour vous que cette société soit liée? Pour nous, non. Certains. Non. Pour nous, non. Donc ça vous empêche pas de donner des... Ils ont des bonnes formations, en fait. Oui, ils ont des bonnes formations, vraiment, mais il y a certains clients qui ne veulent pas être liés avec le Church Scientology. Et comme ça, si on suit des cours avec, c'est un peu... Il y a, comment on dit ça en français, there is a lading. C'est une matière sensitive, c'est ça? Sensible. Et si c'est possible de ne pas toucher, ça évite beaucoup de bruit avant. Ces formations remportent un franc succès. Elles sont financées en partie par les chèques formation de la région flamande. Une aubaine financière pour Human et qui a choqué certains membres du Parlement flamand.
de mai 2006 à octobre 2007, sur un budget total de 16 millions d'euros, Human reçoit plus ou moins 900 000 euros. Donc, ce qui est énorme, ils sont les premiers dans la liste des fournisseurs de formation. Est-il normal que la région flamande finance une société scientologue? La ministre responsable, Patricia Seysens, a décliné notre invitation. Autre société scientologue en Belgique, Ideas. À sa tête, Marc de Turck. Aucun doute sur son appartenance à la scientologie. Il a été filmé il y a quelques années à Bruxelles, au début de sa formation, dans les locaux de l'église à Uccle. Je suis en train de lire Problems of Work, donc les problèmes de travail, et je trouve ça génial. Pour moi, la scientologie, c'est quelque chose de fantastique. J'ai fait de l'université pendant 6 ans. J'ai lu à peu près une centaine de livres de Ron Hubbard. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi avancé dans le temps que les livres de Ron Hubbard. Voilà. Ideas, la société de Marc de Turck, propose aussi des formations diverses en entreprise. De Turck a ainsi décroché un contrat de sous-traitance pour former des membres du Parlement flamand en informatique, tout en essayant de les gagner à sa cause scientologue. On a découvert qu'en effet, Ideas c'était une firme qui travaillait sous les ailes de scientologie. J'ai dit à mes collaborateurs, est-ce que le cours il est bien? Ils disaient oui, c'est très bien. Donc là, la qualité, je ne discute pas. Mais à chaque fois, ils parlaient de la scientologie. C'est ça que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? D'autres parlementaires d'extrême droite, cette fois, ne voient pas où est le problème. Il semble que la scientologie soit bien vue des extrémistes du Vlaams Belang. Moi, je n'ai pas d'éléments pour croire que l'Église scientologie est moins démocrate ou suit moins les lois que d'autres églises. Ou d'autres religions. Ou d'autres religions, oui. Tout le monde doit être libre de croire en qui ou en quoi ce qu'il veut. Il peut croire en Dieu ou en les étoiles, la lune, le soleil, un éléphant, une vache. Pour moi, c'est la même chose. Le soutien le plus explicite vient de lui, Johan de Mol. C'est une figure emblématique du Vlaams Belang à Bruxelles. Il soutient clairement le programme anti-drogue de la scientologie, Narconon. Nous vivons dans un monde aux prises avec une épidémie d'abus de drogue et de dépendance. Non seulement les drogues tuent des dizaines de milliers de gens par an, mais les crimes provoqués par la drogue affligent toutes les communautés. De Mol apparaît sur un DVD produit par la Scientologie et distribué gratuitement. The anti-drug campaign of the Church of Scientology, I think it's the best prevention campaign you can find. Je donne ma caution à la lutte anti-drogue, oui, ça certainement. Est-ce que je donne ma caution à une secte de... Écoutez, aux États-Unis, ils sont reconnus comme religion. En Espagne aussi, c'est paru il y a quelques mois dans les médias. Ils sont fort actifs au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède. Donc, apparemment, ici en Belgique, ça pose problème. Les drogues sont à l'origine. Ce n'est pas seulement le programme anti-drogue qu'il cautionne, mais bien la Scientologie. Toutes les plaintes contre la secte ne semblent pas avoir retenu son attention. The anti-drug campaign of the Church of Scientology. Pour moi, c'est une organisation parmi d'autres. Alors, tant qu'elle ne fait rien de contraire à l'ordre public, rien de contraire à la sécurité ou à la tranquillité ou à la santé publique, moi, je ne vois pas d'inconvénient dans l'existence de cette organisation. Johan de Mol a la mémoire courte. Il oublie les multiples plaintes déposées à travers le monde contre l'église de Scientologie. Il devrait aussi savoir qu'en Belgique, depuis les perquisitions menées en 1999, la justice belge a inculpé l'église de Scientologie pour escroquerie, extorsion, exercice illégal de la médecine et surtout, organisation criminelle. C'est dans le cadre de l'instruction de M. Van Nistelrooy.
faut savoir que le terme même d'organisation criminelle est assez récent dans le droit pénal. Et donc c'est la première fois que ce chef d'inculpation est retenu pour des ASBL qui sont actifs dans un domaine qui apparemment n'attire pas l'attention en termes d'activité criminelle. Donc c'est vrai que c'est un test aussi bien pour la scientologie que pour cette loi-là. Mais donc on ne peut évidemment rien préjuger de l'issue de ce procès, puisqu'il n'y a pas encore de décision pour savoir quand il y aura un procès éventuellement. Mais la scientologie continue à attirer l'attention de la justice. La dernière perquisition menée en mai 2008 débouche sur de nouvelles inculpations pour faux et usage de faux. Elle faisait signer des contrats d'adhésion à la place de contrats de travail. L'église de Scientologie recruterait du personnel sous couvert de l'anonymat. Le principe des sans-emploi répondent à des petites annonces anodines sans savoir qu'ils sont mis directement en contact avec l'organisation. Voyez l'enquête de Baudouin-Cartevels. Shadia est au chômage, elle cherche du travail et découvre dans Vlan une annonce libellée. ASBL cherche aide administrative sans mention de l'employeur. Elle appelle le numéro indiqué. Et vous avez des postes de secrétariat, madame? Secrétariat, oui, bien sûr, il y a des secrétariats, il y a un peu de tout, quoi. Oui. Et qu'est-ce que c'est comme société, madame? On est là pour aider les autres. Ah, et nous on est rémunérés pour notre travail si moi je suis secrétaire chez vous. C'est une ASBL, hein, donc de toute façon, le salaire dépend des revenus de l'organisation. Hein. Oui. Shadia est persuadée qu'il s'agit d'un travail rémunéré. Elle se rend sur place, elle voit l'affiche « On embauche » et découvre avec stupéfaction qu'elle se trouve à l'église de Scientologie. Ils parlaient plutôt de devenir membre, d'adhérer à leur façon de voir les choses, etc. Je ne peux pas vous le dire par cœur, je l'ai lu en 30 secondes, mais c'était plutôt un contrat. J'ai lu 2 ans et demi à 5 ans de devenir membre de l'église scientologique. Non, pas du tout. C'est un agrément de bénévole, donc un agrément entre l'association et la personne qui veut faire quelque chose en tant que bénévole. L'histoire de la scientologie est parsemée de procès et de condamnations depuis sa création. En 1978, son fondateur, Ron Hubbard lui-même, est condamné par défaut en France à 4 ans de prison ferme pour escroquerie. 1995, Lyon, autre procès retentissant. La justice a jugé une étrange affaire liée à la mort d'un adepte. Patrice Vic, 31 ans, est un père de famille sans histoire. En mars 87, par curiosité, il pousse la porte du centre de scientologie de Lyon et remplit le fameux test de personnalité. Très vite, il va suivre des auditions intensives et payantes. En quelques semaines, son état mental se dégrade fortement. Le président de l'église le harcèle. Il faut qu'il entreprenne la procédure de purification. Coûte près de 200 000 francs français. Patrice n'a plus d'argent, mais l'église le pousse à s'endetter. Il prend même un rendez-vous dans une agence du Crédit Lyonnais pour contracter un prêt. Il a besoin de l'accord de son épouse, mais elle refuse, par peur qu'il ne ruine sa famille pour une secte. La nuit tombe. Dans quelques heures, Patrice Vic doit se rendre au Crédit Lyonnais avec le chef de la scientologie. À 5 heures du matin, après une nuit d'insomnie, Patrice dit à sa femme « Ne me retiens pas, c'est la seule solution ». Il ouvre la fenêtre et se jette dans le vide. Jean-Jacques Mazier, le responsable local de l'église de Scientologie de Lyon, fut condamné pour homicide involontaire et pour avoir extorqué des millions en échange de fausses promesses. C'est difficile de démontrer qu'un suicide est la conséquence directe d'un comportement fautif, ce qui était le cas. C'est-à-dire que le tribunal a considéré que les pressions qui étaient exercées sur Patrick Vic, avec ces surendettements, cet harcèlement, l'ont conduit à une issue inéluctable, le suicide. C'était effectivement une première judiciaire que cette condamnation, qui a été confirmée par la Cour d'appel et en dernier ressort cet été 99 par la Cour de cassation. Mais il arrive que l'église de Scientologie passe à travers l'émail du filet. À Paris, pendant près de 20 ans, des dossiers à charge de la secte pour escroquerie et exercice illégal de la médecine ont connu un sort inattendu et inquiétant.
Il y a parfois des miracles, comme par exemple quand les dossiers disparaissent dans la justice française. Et ce sont des miracles merveilleux, parce qu'ensuite on va même aller demander des dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié d'une justice équitable. Alors là, effectivement, on peut se dire que ces mouvements bénéficient certainement d'une protection supérieure qui fait défaut aux autres victimes, et que parfois la protection divine est vraiment extrêmement agréable. L'avocat des parties civiles avait déposé la première plainte en 1989. Au cours des 20 ans d'instruction, il a tout vu, y compris la disparition d'un dossier. Moi, je n'ai que 20 ans d'exercice professionnel, donc j'ai une expérience toute modeste. Je n'ai jamais entendu qu'un dossier disparaisse, sauf en temps de guerre ou lorsqu'il y a un incendie. Autre manifestation surréaliste, Maître Fakirov, qui pendant 17 ans n'a jamais cessé de rendre visite aux différents magistrats instructeurs, découvre un jour qu'il n'est plus impliqué dans le dossier. J'ai dit au juge qu'après avoir fait disparaître 1,5 tome du dossier, après nous avoir fait lanterner pendant près d'une 20aine d'années, il serait quand même piquant qu'on fasse également disparaître les avocats, et je ne me voyais absolument pas en train d'expliquer à ma cliente qu'il fallait qu'elle me redésigne auprès du énième juge d'instruction constitué dans cette affaire. L'avocat des victimes réussit néanmoins à réintégrer la cause et relance le 4e juge désigné dans cette affaire à l'automne 2007. Une démarche apparemment fatale, car dans les jours qui suivent, le magistrat rend une ordonnance de non-lieu dont les attendus ont de quoi ravir tous les scientologues de France. Nous avons une ordonnance de non-lieu qui est composée, je les ai comptés, de 17 signes et qui fait 1 ligne et demie. Donc plus de 20 ans de procédure pour une ordonnance aussi affligeante. On a le sentiment que c'est un sujet tabou, le traitement judiciaire de l'église de Scientologie. En Belgique, on attend toujours le procès de l'église de Scientologie. En 10 ans, sur les 3 parties civiles, 2 ont accepté des offres de transaction dont le montant n'a pas été révélé. Comme en France, l'église de Scientologie de Belgique profite de la lenteur de la justice et envoie un courrier aux plaignants dans lequel elle souhaite parvenir rapidement à une résolution amiable du différend. Tout serait bon pour éviter le procès. Lorsque maintenant des anciens adeptes font des procès à la Scientologie en estimant qu'ils ont dépensé beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils ont reçu comme prestation en retour, eh bien la Scientologie va les indemniser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un but plus important aujourd'hui pour elle, c'est celui de la respectabilité. Et elle ne veut donc plus avoir d'affaires judiciaires dans laquelle elle serait condamnée, elle ne veut donc plus que l'on puisse dire qu'elle trouble l'ordre public. La véritable leçon est d'apprendre à aimer. Celui qui veut traverser la vie sans blessure doit apprendre cela. N'utilisez jamais ce qui vous est fait pour justifier la haine. Ne cherchez jamais vengeance. Cela demande une force réelle d'aimer l'homme. Et de l'aimer en dépit de toutes les invitations contraires, de toutes les provocations et de toutes les raisons de ne pas le faire. Le bonheur et la force ne durent qu'en l'absence de haine. Haïr mène au désastre. Aimer mène à la force. Aimer en dépit de tout est le secret de la grandeur. Et il se peut très bien que ce soit le plus grand secret de cet univers.